Ohayou gozaimasu, minasan. Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui. J'ai plus de souffle. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thread d'horreur. J'espère que ça va vous plaire. On est sur deux histoires longues aujourd'hui. La première histoire est plutôt pas mal, franchement, je l'ai grave kiffé. Et la deuxième, on va dire que la chute est bien. Vous allez voir, on est parti. Pour cette première histoire, les amis, nous allons nous rendre dans le nord du Wisconsin. J'arrive toujours pas à le prononcer. Wisconsin. Quentin nous raconte une histoire qui lui est arrivée en 2004 et à cette époque, il avait 16 ans. Il nous raconte que depuis qu'il est tout petit, il va à la chasse avec son père. Son père est chasseur depuis de nombreuses années et Quentin l'accompagne depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Donc voilà, ce sont vraiment plus des amateurs, ils s'y connaissent vraiment dans la chasse. Ils ont un endroit, une forêt où ils ont l'habitude d'y chasser depuis maintenant de nombreuses années et il faut savoir que dans cette forêt, il y a plusieurs miradors à différents endroits. Alors, pour ceux qui ne voient pas du tout de quoi je parle, un mirador en chasse, c'est une sorte de mini cabane en hauteur où les chasseurs s'y mettent pour avoir un meilleur point de vue ou tout simplement pour attendre leur proie. Dans cette vidéo, on appellera ça plutôt des stands de chasse. Voilà, je trouve que c'est un petit peu plus clair. Bref, ce jour-là, ils étaient trois à partir chasser. Il y avait Quentin, son père et un ami de son père qui s'appelle Franck. Ils sont partis vers 4 h du matin, donc il faisait encore noir dehors. Ils ont marché dans la forêt avec leur lampe de poche et ils sont arrivés au stand de Quentin. Quentin est monté dans son stand et pendant ce temps, Franck et son père se sont dirigés vers le leur qui se situe un petit peu plus loin, environ à 600 mètres de leur position. Voilà, ils se mettent pas tous au même endroit, le but c'est qu'il y ait un chasseur par stand pour repérer les animaux de la forêt et les chasser plus efficacement. Quentin se retrouve donc seul à attendre dans le noir complet et à un moment donné, il a vu une lumière au loin qui est en train de se diriger dans sa direction. Et il faut savoir en fait que cette lumière, elle provenait de la zone où Franck et son père se sont dirigés pour aller à leur stand. Donc à ce moment-là, Quentin il s'est dit que peut-être qu'ils ont oublié quelque chose dans le camion. Il a attrapé son Toki et il a demandé qu'est-ce qui se passe. Son père lui a répondu qu'ils viennent d'arriver à son stand et Franck va maintenant se diriger vers le sien. Et donc Quentin comprend à ce moment-là qu'il y a une autre personne dans les bois. Bon, c'est une forêt qui est quand même bien fréquentée par les chasseurs, donc c'est pas quelque chose de rare de voir quelqu'un. Il a allumé sa lumière pour montrer qu'il y a déjà une personne au niveau de ce stand. Il a vu la lumière s'arrêter, puis elle s'est dirigée dans une autre direction. Donc pour l'instant tout va bien, il s'est installé tranquillement dans son stand et il a fini par s'endormir. À son réveil, il a vu que le soleil était déjà levé, il était à peu près 8 h du matin. Il a attrapé son Toki et il a demandé à son père s'il avait vu ou entendu quelque chose. Son père lui répond que pour l'instant il n'a rien vu, mais il a entendu 2 coups de feu au loin. Quentin est descendu de son stand, il est allé se dégourdir un petit peu les jambes, puis il est remonté et il s'est mis à observer les environs. À un moment donné, il a regardé à sa gauche et il a vu la couleur orange. Il nous explique à ce moment-là qu'en fait, pendant la période de la chasse, les chasseurs sont obligés de porter un gilet orange fluorescent pour éviter les accidents, voilà, pour éviter qu'ils ne se tirent dessus. Quentin a donc attrapé son Toki et il a demandé à son père et à Franck si c'était l'un d'entre eux. Son père lui a répondu que ce n'était pas lui et Franck ne répond pas. Pas de réponse. Il a donc attrapé ses jumelles et il s'est mis à regarder dans la direction de cette couleur orange et c'est là qu'il a vu un homme qui est en train de le viser avec son fusil de chasse. L'homme est en fait en train de le regarder à travers sa lunette de visée avec son fusil pointé directement sur lui. La première pensée de Quentin à ce moment-là, ça a été mais c'est qui cet idiot quoi? C'est vraiment la première chose qu'on t'apprend en tant que chasseur, ne jamais viser quelque chose que tu n'as pas l'intention de shooter. Quentin est toujours en train de l'observer avec ses jumelles et l'homme n'a toujours pas baissé son fusil, il est encore en train de le viser. Quentin s'est mis à paniquer, il a attrapé tout doucement son fusil, il est descendu de son stand et il s'est caché derrière des arbres. Il a ensuite attrapé son Toki et il a expliqué la situation à son père. Son père lui a dit de ne pas bouger, de rester caché, il se met en route pour le rejoindre. Malheureusement, il nous explique qu'il n'a pas su résister à sa curiosité, il fallait vraiment qu'il regarde, donc il a sorti la tête de sa cachette
et il a vu que l'homme était toujours en train de le viser avec son fusil. Il nous explique qu'à chaque fois qu'il jetait un œil en dehors de sa cachette, l'homme était toujours en train de le viser, mais à un endroit différent. En fait, il se déplaçait tout en le visant. Au bout d'un moment, il entend la voix de son père sur son talkie qui lui demande « Comment ça se passe, mon pote ?» Voilà, il a essayé de détendre un petit peu l'atmosphère dans cette situation vraiment stressante. Quentin lui a expliqué que l'homme est toujours en train de le viser et il se déplace. Son père à ce moment-là a vraiment insisté pour qu'il reste caché, qu'il arrête de regarder, il sera là dans 2 minutes. Quelques instants plus tard, Quentin entend maintenant un coup de feu. Il s'est mis à paniquer, il s'est dit que peut-être que son père vient de se faire tirer dessus, ou alors peut-être que c'est son père qui vient de tirer sur cet homme. Il sait pas du tout, mais cette fois-ci, il lui a obéi, il est resté caché, il a attendu pendant plusieurs minutes. Ces minutes lui ont semblé une éternité, il y avait un suspense horrible, et à un moment donné, il a entendu la voix de son père sur son talkie-walkie qui lui a dit « C'est bon maintenant. Tu peux sortir. » Donc il est sorti de sa cachette et il a vu son père au loin qui lui faisait signe. Donc il l'a rejoint et il lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il se trouve qu'en fait Frank n'avait plus de batterie sur son talkie-walkie, donc il avait vraiment aucune idée de ce qui était en train de se passer, et à un moment donné il en a eu marre d'attendre au niveau de son stand, donc il est sorti pour se faire une promenade et il s'est retrouvé pas très loin de Quentin et du coup de l'homme qui le visait. En fait, il était juste de l'autre côté d'une crête, donc ils pouvaient pas se voir. Et en fait, le coup de feu qu'ils ont entendu, c'était Frank qui a tiré sur un cerf. Son père lui explique à ce moment-là que dès l'instant où Frank a tiré avec son fusil, l'homme a pris peur et il s'est éloigné de la zone. Voilà, c'était pour les explications. Quentin et son père ont donc aidé Frank avec le cerf, et même si Quentin était extrêmement nerveux, eh bien le reste de la semaine s'est déroulé sans incident. Voilà, parce qu'en fait ils ont chassé sur plusieurs jours. Et c'est du coup la fin de cette histoire. Je voulais vraiment vous raconter cette histoire parce que je l'ai adorée. En fait, il y avait du suspense de partout. À un moment donné, Frank il répondait plus sur son talkie, donc on pouvait s'imaginer que peut-être qu'il s'est fait assassiner. Ensuite, il y a également le coup de feu, et voilà, il y avait plein de suspense dans cette histoire, donc j'ai vraiment adoré. On ne sait pas du tout quelles étaient les intentions de ce chasseur, c'était un petit peu bizarre. Je pense qu'il était juste un petit peu vénère de ne pas avoir son stand, donc peut-être qu'il a cherché à faire peur à Quentin pour qu'il descende et pour qu'il puisse prendre sa place. Je sais pas trop, voilà, c'est ma petite théorie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et sur ce les amis, on passe direct à la prochaine histoire. Je vais à présent vous raconter l'histoire de George qui a récemment emménagé dans une vieille maison, une maison qui a été construite dans les années 1940. Donc ça remonte à pas mal de temps. Il nous explique que ça arrive assez souvent qu'il entend des bruits un petit peu chelous pendant la nuit. Et c'est tout à fait normal, hein, c'est une vieille maison, c'est le bois qui travaille. George nous explique que ça ne le dérangeait pas de vivre dans cette maison parce que ce n'est pas quelqu'un qui a peur facilement. Il faut savoir qu'il ne vit pour l'instant pas seul dans cette maison, il a en fait 2 colocataires qui sont en couple. Ce sont ses amis qu'il a accepté d'héberger le temps qu'il se trouve un appartement. Bref, au bout de 15 jours de colocation, ses amis ont fini par se trouver un appartement qui est à leur goût. Et le truc, c'est qu'ils ont emménagé lorsque George était au travail. Et du coup, ils ont gardé la clé de sa maison avec eux. George avait pourtant demandé à son ami de laisser la clé sur le comptoir de la cuisine, mais malheureusement, elle a oublié. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et elle lui a dit qu'elle lui ramènera la clé le lendemain soir, après le travail. Avance rapide au lendemain soir, et George reçoit un texto de son ami qui lui dit que malheureusement elle ne peut pas venir parce que son copain, qui était du coup le 2e colocataire de George, va finir le travail un petit peu plus tard, et du coup elle n'a pas la voiture pour se rendre chez lui. Voilà, parce qu'ils n'ont qu'une seule voiture. Son ami lui a pour le coup promis de lui mettre sa clé dans sa boîte aux lettres le lendemain matin à la première heure avant d'aller au travail, soit vers 5 h du matin parce qu'elle travaille très tôt. Alors il faut savoir que la boîte aux lettres de George, c'est en fait sa porte d'entrée. Au niveau de sa porte, il a une fente où le facteur fait passer le courrier, et ensuite le courrier tombe sur le sol. Après avoir reçu le texto de son ami, il était tard, donc George est allé se coucher. Cette nuit-là, il a fait un cauchemar terrifiant. Dans son cauchemar, en fait, il était allongé dans son lit, et il s'est mis à entendre des bruits, comme si des vêtements tombaient sur le sol. Et il a l'impression que ces bruits semblent provenir au niveau de sa salle de bain. Donc, il s'est assis sur le côté de son lit, il a regardé dans le couloir, parce qu'en fait, il faut savoir que depuis son lit, on peut voir ce qui se passe
dans le couloir. Et il faut savoir également qu'au fond du couloir, il y a une pièce qui est en fait un placard. Bref, Georges a commencé à regarder dans le couloir et il a vu que devant la porte de sa salle de bain, il y a des vêtements qui sont entassés. Il se souvient d'avoir été perplexe, il s'est demandé qu'est-ce que ça faisait là. Donc il s'est levé de son lit, il est parti enquêter dans le couloir et c'est à ce moment-là qu'il a vu une silhouette jeter un rapide coup d'œil en dehors de la porte du placard qui se situe au fond du couloir. Georges a remarqué que la silhouette bougeait de façon inhumaine, elle bougeait en saccade. D'un seul coup, il s'est mis à lui courir après, il s'est mis à lui crier dessus en lui disant de sortir de sa maison parce qu'elle n'est pas la bienvenue. Et lorsqu'il est arrivé au bout du couloir, la silhouette a refermé la porte du placard et elle s'est enfermée à l'intérieur. Georges a ouvert brusquement la porte du placard, il a allumé la lumière, mais il n'y avait personne. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est réveillé. Il était tellement terrifié par son cauchemar qu'il n'osait pas ouvrir les yeux par peur que quelqu'un se trouve juste à côté de son lit. Donc il a gardé les yeux fermés, il s'est dit qu'il allait finir par se rendormir. Mais la maison était si calme ce soir-là, parce qu'il n'y avait plus ses colocataires. La maison était si calme que ça le stressait encore plus. Donc il a fini par ouvrir les yeux. Heureusement, il n'y avait personne à côté de lui. Il a attrapé son téléphone, il a vu qu'il était 4h10 du matin et pour noyer un petit peu le silence, il a allumé la télé. Il a regardé la télé pendant une vingtaine de minutes et lorsqu'il a senti que le sommeil revenait, il l'a éteinte et il s'est réinstallé confortablement dans son lit pour se rendormir. Une dizaine de minutes plus tard, il était sur le point de s'endormir, mais il entend maintenant des toquements qui semblent provenir de quelque part dans sa maison. Et il est sûr de les avoir entendus parce que son chat à ce moment-là a levé la tête et il a sauté du lit pour aller enquêter. Georges, lui, n'a pas bougé de son lit parce qu'en fait, à ce moment-là, il était persuadé que les bruits qu'il entendait, c'était sa pote qui lui ramenait ses clés de maison. Parce que celle-ci lui a dit qu'elle passerait vers cette heure-là. Donc, il n'a pas tenu compte des bruits, il est resté dans son lit et il a fini par s'endormir. Le lendemain matin, en se réveillant, il est allé à la boîte aux lettres, mais rien. Il n'y a toujours pas de clé. Il a commencé à en avoir marre, donc il a appelé sa pote avec son téléphone portable, mais celle-ci ne lui a pas répondu. Heureusement, elle lui a quand même envoyé un texto juste après, en lui disant que malheureusement, ce matin en se levant, eh bien, elle avait des maux d'estomac, donc elle n'est pas allée travailler, et du coup, elle n'a pas pu lui amener la clé. Mais elle lui dit qu'il peut quand même passer chez elle pour venir la récupérer. Georges, à ce moment-là, il a arrêté de penser à la clé, et il s'est dit, mais si c'était pas elle, les bruits à 4h du matin, alors c'était qui? Il s'est remis à penser à son cauchemar, aux bruits qu'il a entendus, et c'est vrai qu'en y réfléchissant, il a l'impression que les bruits qu'il a entendus, ça ressemblait à quelqu'un qui toque au niveau d'une vitre. Il s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'une personne viendrait toquer à l'une de mes vitres à 4h du matin? C'est un petit peu bizarre. Bon, il a commencé sa matinée comme d'habitude, il s'est mis à arroser les plantes de la maison, il a ensuite ouvert ses stores, et c'est à ce moment-là qu'il a vu quelque chose qui l'a terrifié. Dans son récit, il nous dit « La photo que vous êtes sur le point de voir est celle que j'ai vue lorsque j'ai ouvert mes stores. Vous avez la décision de me croire ou non, mais je peux jurer sur ma vie et la vie de tous ceux que je connais que je n'ai pas fait cela et que ce n'était pas là la veille. C'est une série d'événements bizarres qui m'ont conduit à voir cela, c'est pour ça que ça m'a effrayé. Je ne sais pas ce qu'il y avait à l'extérieur de ma fenêtre ce matin-là, mais quelqu'un ou quelque chose y était. » Alors on voit clairement les deux mains d'une personne, mais c'est vrai que la photo est bien creepy parce qu'on a le bout des doigts qui est très fin, comme si on avait affaire à des griffes, et le centre de la main n'est pas visible, comme s'il s'agissait d'un animal ou de quelque chose. Georges nous explique qu'à cause de toute la succession des choses qu'il a vécues dans cette histoire, eh bien il s'est dit que peut-être qu'il a vécu une expérience surnaturelle. Je vous le dis direct, j'y crois pas du tout. Je pense qu'en fait, cette nuit-là, il y a tout simplement une personne qui a essayé de s'introduire dans sa maison en passant par la porte vitrée. Parce que c'est vrai que quand on essaye de faire coulisser une porte vitrée, eh bien, on n'a pas le creux de la main qui apparaît forcément sur la vitre. Quand vous faites coulisser une porte vitrée, vous n'allez pas me dire que vous plaquez complètement vos mains sur la vitre et que vous essayez de la faire coulisser. Et peut-être également que le fait de faire coulisser, eh bien, ça a donné cet effet un petit peu creepy. Voilà, c'était pour ce que je pensais. J'avais envie de vous partager cette histoire parce que je l'ai trouvée plutôt intéressante et aussi parce que pour une fois, on a une photo. C'est quand même assez rare qu'on a des photos dans les threads, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous la partager. Bon, bah du coup j'espère que ces deux histoires vous ont plu. Si vous avez vous-même des histoires à me partager, eh bien n'hésitez pas, je vous mets mon compte Instagram ainsi qu'une adresse email dans la description. C'est donc déjà la fin de cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez fini vos chips, et sur ce je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!